Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1, un séminaire a réuni ce lundi plusieurs membres du gouvernement et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. À la primature, la rencontre avait pour objectif de créer des conditions propices pour le secteur privé. Le Premier ministre s'est réjoui de la volonté des acteurs au grand complet à lever tous les obstacles pour l'avancement des dossiers. Le lancement officiel des travaux de la deuxième phase du projet de l'opérationnalisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan s'est déroulé la semaine dernière. Le projet permettra de doter nos villes des outils de planification susceptibles d'insuffler un développement urbain durable. Et puis dans un communiqué publié ce lundi 25 octobre, le gouvernement du Mali a déclaré persona non grata le représentant spécial de la CEDEAO dans le pays. Hamidou Boli est accusé d'agissement incompatible avec son statut. Il dispose à présent de 72 heures pour quitter le territoire malien. Merci de regarder RTI 1. La concertation entre l'État et le secteur privé, amorcée depuis le séminaire gouvernemental tenu en avril dernier, commence à porter des fruits. Après le séminaire gouvernemental, les échanges bipartites avaient abouti à la mise en place de groupes de travail mixtes, des groupes qui devaient réfléchir sur des problématiques relatives à l'environnement des affaires, aux questions structurelles et de gouvernance. Et ce lundi, à l'ouverture de la rencontre, le Premier ministre Patrick Achi a salué la participation active aux travaux des organisations patronales. Alexis Ouedraogo. Le 23 avril dernier, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le Conseil des ministres s'ouvrait au secteur privé. Une première pour traduire l'ambition de l'État, celle de faire du dit secteur une pièce maîtresse de l'économie. Ce lundi à la primature, l'heure était à la synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement de créances de l'État. 6 groupes de travail ont été constitués pour travailler, réfléchir sur un certain nombre de problématiques. C'était des groupes de travail mixtes, État, secteur privé, et nous rentrons maintenant dans la phase d'analyse du travail de ce groupe. Et à travers cette séance de travail de ce jour, présidée par M. le Premier ministre lui-même, nous sommes dans un processus qui convient parfaitement au secteur privé et qui nous permet d'être totalement confiants à ce qu'à l'issue de ce processus-là, un certain nombre de décisions, un certain nombre de points d'arbitrage soient clairement traités. Et pour aboutir à ces résultats probants, l'État a mis sur pied les groupes avec une démarche claire, discuter avec l'ensemble des acteurs, dissocier les points de consensus, ceux nécessitant des ajustements et ceux impliquant l'arbitrage du Premier ministre. Le secteur privé reste l'une des clés incontournables du développement. L'État ivoirien entend en être le plein catalyseur dans le processus de création de richesses. Le chef du gouvernement a pris part à la cérémonie inaugurale du Centre d'études prospectives. Selon le Premier ministre Patrick Achi, ce groupe de réflexion doit être un vecteur indispensable pour promouvoir les modèles économiques et accélérer le développement. Les premières discussions ont porté sur la ZLECAf, un levier pour la sécurité alimentaire de l'Afrique. Le compte-rendu de Noël Gagnon. Le Centre d'études prospectives CEP, un cercle de réflexion appelé communément think tank. Il sera animé par des cadres du public et du privé, des universitaires, des chefs d'entreprise, des étudiants, des leaders d'opinion et autres. Il est mis sur les rails ce 25 octobre avec une feuille de route. Réfléchir aux questions du passé, aux défis de demain et aux contraintes du quotidien dans un cadre apolitique, indépendant et constructif. Au cœur des réflexions de ce jour du lancement de leurs activités, la zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique. Une Afrique grosse de potentialités. 60% des terres arables non exploitées se trouvent en Afrique. Quand je pense à l'Afrique, je pense également aux réservoirs solaires que nous avons. Nous avons 40% des énergies de ce monde. Le paradoxe, c'est que l'Afrique peine à nourrir sa population.
La preuve. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population africaine, soit 675 millions de personnes, souffrent d'insécurité alimentaire et 250 millions de personnes sur le continent sont sous-alimentées. 144 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Ceci dans un contexte marqué par une crise économique amplifiée par la pandémie Covid-19. Les agriculteurs producteurs de la subsistance de l'Afrique sont les plus pauvres et les plus touchés par la faim. Ce paradoxe doit être solutionné par le cercle d'études prospectives. Voilà tout le bien que souhaite le Premier ministre aux initiateurs de ce cercle de réflexion. Je crois que le rôle du Centre d'études prospectives est très important pour éclairer les décideurs politiques que nous sommes. Je crois à la vertu de l'étude prospective pour conduire et accélérer le développement et je suis convaincu que le Centre d'études prospectives saura être le vecteur indispensable pour promouvoir les modèles économiques qui fonctionnent et identifier ce qu'il est convenu d'appeler les best practices. 3 panels de haut niveau, animés par des politiques, des universitaires et des experts, ont meublé ce lancement. Ils ont approfondi les réflexions sur déclaration et action, état des lieux de la sécurité alimentaire en Afrique, les politiques de facilitation des échanges, enfin, les chaînes de valeur agricole continentales, enjeux et défis. La première réunion du comité conjoint de coordination et de suivi du projet du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan s'est tenue vendredi dernier. La rencontre marquait aussi le lancement de la deuxième phase du projet du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Elle a été présidée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les discussions ont notamment porté sur le calendrier et la structure de la mise en œuvre de ce projet. On en parle avec Jean-Luc Bangbo. C'est un document de planification urbaine qui fixe les grandes orientations de l'aménagement et du développement de l'agglomération abidjanaise à l'horizon 2030. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, SDUGA, reste néanmoins à pas à faire pour lui garantir une mise en œuvre efficiente. En 2013, tout juste à la sortie de la crise, les projections que nous avons faites ne peuvent pas être justes. Quelques années plus tard, nous avons constaté, au regard du dynamisme économique, démographique et spatial de notre agglomération, qu'il y a nécessité de revoir les propositions qui ont été faites. Ce comité d'experts qui se réunit aujourd'hui a pour mission de mettre en place un mécanisme qui va renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du SDUGA, avec notamment l'appui technique et financier de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. La mise en œuvre de ce schéma directeur permettra notamment au ministère de la Construction d'encadrer le développement urbain durable du Grand Abidjan. Il constitue aujourd'hui le principal document d'orientation spatiale de tous les projets d'infrastructure sur le territoire du Grand Abidjan. Il permet en outre à mon département ministériel en charge de l'urbanisme d'encadrer plus efficacement le développement urbain du Grand Abidjan dans un cadre normatif conforme aux meilleures pratiques et dans une perspective durable. Au cours de cette réunion, les experts ont pu notamment réfléchir sur des questions comme la validation du calendrier et la structure de mise en œuvre du schéma directeur, ainsi que l'année de référence qui devrait être repoussée de 2030 à 2040. Autre chose à présent, malgré l'adoption du système LMD en 2012, aucun des établissements supérieurs ivoiriens ne figure dans le top 100 des meilleures universités africaines en 2021. Et pour rectifier le tir, le Fonds Stylophon pour la science, la technologie et l'innovation a entamé à Grand Bassam un atelier de réflexion sur le sujet. Objectif, améliorer la performance des universités ivoiriennes. L'éclairage de Godefroy Okambawa. Chaque année, les établissements d'enseignement supérieur font l'objet d'un classement au niveau continental et international par des institutions habilitées. Au plan mondial, l'université américaine Harvard arrive en tête du classement. Au plan africain, l'université de Cape Town d'Afrique du Sud confirme son statut de leader sur les 200 meilleures universités africaines en 2021. La Côte d'Ivoire se positionne à la 197e place avec l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.
Un classement peu honorable que le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation souhaite améliorer à travers ces ateliers de réflexion. Nous comprenons difficilement que certains pays africains, moins riches que la Côte d'Ivoire, ont leurs universités qui figurent parmi les meilleures universités du continent. Il nous faut donc nous ressaisir, mutualiser nos forces et tout faire pour que d'ici 2 ans, les universités publiques ivoiriennes figurent au moins parmi les 100 meilleures universités africaines. Ce changement de positionnement passe par la redynamisation du management et la Suisse soutient cet engagement des acteurs de l'enseignement supérieur. Puisque la Suisse finance le Centre suisse de recherche scientifique depuis 70 ans dans le pays, on a évidemment un intérêt à ce que les universités, les hautes écoles ivoiriennes soient bien classées dans le continent. Et si on peut y contribuer de manière directe ou indirecte, nous serons très satisfaits. Pour la tutelle, l'État mettra tout en œuvre pour y remédier. Sur le budget 2021, on avait environ 5 165 milliards qui étaient en jeu. Et sur les 5 165 milliards, vous aviez 1 395 milliards, soit un peu plus de 27% de ce budget qui était alloué à l'ensemble des 3 sous-secteurs du système éducatif. Ce qui est énorme comparé à ce qui s'est fait dans les autres pays de la sous-région. Mais malheureusement, quand on regarde le classement des 200 premières universités africaines, aucune université ivoirienne n'est là-dedans. Alors, donc il faut faire en sorte que cette anomalie criarde soit corrigée pour une question de visibilité et de crédibilité même de nos universités. Ces réflexions devront permettre de dégager des pistes de solutions durables afin de contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire vers le top 100 des meilleures universités du monde. Elle était sur le terrain. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration était dimanche au centre de correction des copies des concours administratifs. Il s'agissait pour Anne-Désirée Oloto de suivre à la lettre toutes les étapes du processus d'organisation de ces concours. Rascando. Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNEP. Dans la cour, l'on remarque la présence des forces de défense. La raison, assurer la sécurité. L'IPNEP étant le seul centre retenu pour la correction des copies des 53 concours sur les 353 tenus le 9 et 10 octobre. Les correcteurs, ce sont des enseignants, des fonctionnaires, des professionnels de l'administration qui se sont inscrits. Chacun étant spécialiste dans une matière ou 2 ou 3 matières, c'est possible. Mais en tout cas, c'est en tenant compte de ces spécialités qu'ils ont été sélectionnés et des barèmes qui leur ont été mis à disposition par les unités pédagogiques. Et c'est à la suite que ces enseignants ont pu effectivement corriger toutes ces copies que vous voyez là, qui sont classées par session et par discipline. Pour s'assurer du bon déroulement du processus, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'est rendue sur le site. Ces corrections font partie des innovations apportées dans l'organisation des concours cette année, c'est-à-dire la proclamation des résultats après chaque session. Et je suis venu constater que les copies ont été effectivement corrigées, et bien corrigées. Des notes sont apposées, les correcteurs ont leur nom, ils ont leur signature également. Donc, tout ce contrôle est très bien fait. Les équipes techniques ont toutes les données pour pouvoir faciliter la suite du processus, notamment à la compilation des notes et la mise à disposition des relevés des notes. Et c'est sur la base de ces relevés des notes que le travail sera achevé. Une action qui participe de la crédibilisation et de la transparence des concours. La ministre Anne Oloto met également en garde. Je n'accepterai aucun fonctionnaire dans l'administration qui aura payé pour entrer à la fonction publique et à éviter de se laisser avoir par ces vendeurs d'illusions. Il se trouve malheureusement que 3 individus se sont permis d'imiter la signature du ministre de la fonction publique que je suis. Donc nous avons intercepté 3 signatures non conformes dans tout ce process. 2 parmi ces 3 personnes ont été prises hier par la gendarmerie dans un centre à Yopougon. Je voudrais lancer un appel à toutes ces personnes pour leur dire attention, le pays avance bien, les choses changent et que désormais seul le mérite devra compter. Pour rappel, les compositions des concours de la fonction publique ont démarré depuis le 9 octobre et vont s'achever le 21 novembre prochain.
On parle maintenant de transformation digitale avec le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation qui a ouvert vendredi dernier des réflexions autour de l'accélération de la transformation. La rencontre s'est tenue à l'auditorium de la Primature au Plateau. Il s'agissait pour le ministre Roger Félix Adom de réduire davantage la fracture numérique et de faire de la Côte d'Ivoire un pays majeur en termes d'innovation. Franck Quadio. Le développement optimal du digital, une nécessité. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions quant à une politique hardie de digitalisation. Bon, aujourd'hui, quand on prend les différents indices, nous sommes aux alentours de 120e pays. Donc, quand on prend sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le 2e ou le 3e pays selon les études. Notre ambition est de devenir, en tout cas en Afrique de l'Ouest, le premier pays. Et au niveau des autres indices, de descendre, en tout cas parmi les 100 premiers pays mondiaux. Et pour y parvenir, il faut multiplier les initiatives, auditorium de la primature, le secteur privé, la société civile, mais aussi les institutions publiques réunies autour du ministre de l'économie numérique réfléchissent sur l'accélération de la transformation digitale, car il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire un pays digital. Et donc, il était important que nous puissions élaborer une stratégie. Et maintenant, nous voulons la faire partager avec tous les acteurs du marché ivoirien, donc bien évidemment les autres ministères avec lesquels nous avons déjà interagi à plusieurs reprises, mais surtout avec le secteur privé et les grands partenaires basés en Côte d'Ivoire. Donc ces projets ont été faits en se basant sur Côte d'Ivoire 2030. Une stratégie qui s'appuie sur 7 piliers, dont le déploiement des infrastructures numériques et le développement des compétences, passant par la promotion d'une industrie numérique propice à l'innovation. Et ce sont justement ces dernières, consignées dans plusieurs documents de référence, que sont venus présenter les différents experts de l'économie numérique à leurs partenaires. Le document final sera présenté à l'autorité publique avant la fin de l'année 2021. Le dernier atelier régional sur l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire s'est tenu ce lundi à Abidjan. Il a vu la participation des acteurs frontaliers des régions du Boclé, des Grands Ponts et du Sud Comoé. Des experts de l'aviation ont aussi participé à la rencontre en vue de recueillir leurs préoccupations sur la gestion des frontières aériennes et maritimes de notre pays. Le compte-rendu de Jean-Marc Kadjadji. Une soixantaine d'experts de la sécurité à la recherche d'un outil efficace de sécurisation et de développement des frontières. La non-matérialisation de ces frontières, le déficit criard d'infrastructures et la récurrence des conflits fonciers sont relevés par ces techniciens aux frontières terrestres. Des difficultés dans d'autres zones frontalières ont notamment été constatées lors de cette rencontre. Cette proximité frontalière, parallèlement aux bénéfices socio-économiques, pose malheureusement la problématique de l'accentuation de la criminalité transfrontalière avec son corollaire de trafic illicite en tout genre et la montée de la menace terroriste. Les questions de détérioration ou d'érosion des habitations sur la façade maritime, la question de l'employabilité ou des jeunes qui vivent dans cet espace marin, parce que c'est d'autres activités, les activités de pêche. Donc, tous ces problèmes-là devront être passés au peigne fin et je pense que ce sont les représentants des communautés, des administrations, des forces de défense et de sécurité qui sont présents à cet atelier qui nous permettront de toucher du doigt la réalité des problèmes dans ces zones frontalières. Ce colloque à Abidjan est la 4e étape après celle d'Abengrou, de Korogo et de Mans. Il vise aussi à informer et sensibiliser toutes les parties prenantes sur l'importance d'élaborer un plan d'action afin de faire de l'espace frontalier ivoirien une zone de sécurité et de paix. Et on parle maintenant de sécurité avec la ministre du Plan et du Développement qui a rencontré les populations de la région du Bunkani au cœur des échanges, leur implication dans la lutte contre le terrorisme. Nialé Kaba appelle à une franche collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population. À Bouna, le compte-rendu d'Herman Niamia. Dans la cour de la préfecture de Bouna, une rencontre d'échange avec la population de la région du Bunkani. L'initiative est de la ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba.
Elle veut les impliquer dans la lutte contre le terrorisme en leur demandant d'entretenir une franche collaboration avec les forces armées ivoiriennes. Selon le préfet de la région du Bounkani qui a situé le cadre de cette rencontre, des personnes issues de certaines communautés sont complices des bandes armées qui attaquent les positions des forces armées ivoiriennes. Ce que je voulais d'abord relever, on ne taxe pas une communauté. Loin de cela, nous voulons simplement que d'un commun accord, on fasse en sorte que notre région soit épargnée. Que tous ceux qui viennent, que vous ne connaissez pas, mais même que vous connaissez, qui sont partis et qui ont mis du temps et qui reviennent, soient signalés pour que nous suivons leurs pas au jour le jour. Les renseignements nous parviennent pour dire que vous avez des enfants bourviers à qui on donne 500 000 et une moto qui sont en train d'être recrutés. Venus en grand nombre pour assister à cette rencontre, les communautés étrangères se sont engagées à aider les autorités à lutter contre les terroristes. On a compris ce que Madame elle a dit, on est d'accord aussi. Nous tous, on va mobiliser pour faire ce qu'ils ont demandé. La ministre du Plan et du Développement s'est réjouie de l'engagement des différentes communautés à aider les forces de défense et de sécurité. Je voudrais saluer la coopération de la communauté Peul, disposée à travailler avec l'administration pour que les malfaisants qui sont en train d'infiltrer la communauté puissent être démasqués et extraits pour que cette hospitalité que la région a bien voulu leur donner, cette hospitalité-là soit protégée. Après cette rencontre avec la population, Nialé Kaba a sollicité une lecture coranique pour confier la région du Bounkani à Dieu à la grande mosquée de Bouna. Une lecture qui a réuni plusieurs fidèles musulmans, des élus et cadres de la région. On parle maintenant de santé avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 25 octobre 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 879 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès à la date du 25 octobre. La Côte d'Ivoire compte donc 61 208 cas confirmés, dont 59 823 personnes guéries, 690 décès et 695 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 078 058. Le 24 octobre, 15 682 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 65 457 doses du 1er mars au 24 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Un mot de politique à présent. Les membres des organes de direction du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, sont connus. La liste a été rendue publique ce lundi à Abidjan. C'était au cours d'une rencontre avec la presse, une rencontre suivie par Moussa Konaté. L'organigramme du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, est enfin connu. Il est composé d'un conseil stratégique et politique, un président exécutif et un secrétaire général. Article 1er. Sont nommés au sein du conseil stratégique et politique les personnalités suivantes. Assoua Adou, président. Dano Didier Sébastien, premier vice-président. Katina Koné Justin, deuxième vice-président. Aka Auguste Emmanuel, directeur du cabinet du président Laurent Gbagbo. Akoun Laurent, Bamba Massani, Douati Alphonse, Koné Boubacar, Kwasi Kwaku André, Liabi Douayua, Lida Kwasi Moïse, Likikwe Soye Odette, Lorunion Niabri Marie-Odette, Wenien Georges Armand. Article 2. Tous les membres du Conseil stratégique et politique en rang de vice-président. Article 3.
est nommé à la fonction de président exécutif. Monsieur Oulaye Hubert Nafra est nommé à la fonction de secrétaire général. Monsieur Damana Adia Ikas. Au total, 20 personnalités pour dérouler les activités du nouveau parti fondé par l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo concernant le rôle de chaque instance. Assoa Adou, président du Conseil stratégique et politique, s'est voulu rassurant. C'est le secrétaire général, comme dans le passé, s'occupe du fonctionnement au quotidien du parti. Et le groupe de CSP assiste le président dans la réflexion stratégique et politique. Le président exécutif, vous dites bien exécutif, il exécute les instructions du président. Pour rappel, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a vu le jour les 16 et 17 octobre dernier à l'issue d'un congrès constitutif. Et la scène politique ivoirienne s'enrichit d'une nouvelle mouvance. Il s'agit de la coalition des jeunes alassanistes pour le progrès. L'assemblée constitutive de ce mouvement, se réclamant des actions du président Alassane Ouattara, s'est tenue dans la commune d'Abobo. Les détails avec Dangui Dangui. L'Assemblée générale constitutive de la coalition des jeunes alassanistes pour le progrès, COJAP, a eu lieu au centre culturel de la commune d'Abobo dans une ambiance de meeting politique. Cette organisation s'inspire des actions du chef de l'État, selon son président. Nous avons été inspirés par les actions du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire, vient pour soigner la Côte d'Ivoire et les résultats ont été vus. Ce combat est soutenu et parrainé par le professeur Adama Diawara, par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le mouvement naissant est un mouvement d'avenir à la fois pour mon parti, le RHDP, mais également pour toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit de montrer aux jeunes générations ce que c'est que l'alassanisme. L'alassanisme en tant que manière de penser positive pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. L'Assemblée générale constitutive du COJAP a mobilisé de nombreux jeunes et leaders de la jeunesse de la commune d'Abobo. Au mot de culture présent, l'Abissa 2021, fête patrimoniale du groupe Nzima Kotoko, a ouvert ses portes dimanche dernier à Grand Bassam. La sortie du tam-tam sacré marque le début du Siedou ou encore le démarrage de la semaine silencieuse. La semaine festive commencera quant à elle le 30 octobre prochain. Plus de détails avec Issa Tionayo. Grand Bassam, quartier France, le tam-tam et Dombele tonne devant cette foule nombreuse qui l'accompagne dans les différentes artères de la place Abissa. Cette période d'introspection, dénommée Siedou, marquant la semaine silencieuse, est un moment de valorisation des us et coutumes du peuple Nzima Kotoko, loin des regards des non-initiés. Après une série donc, de libations et de conciliabules des gardiens de la tradition, le tam-tam donc a été conduit à son lieu de retraite. Et c'est ce qui a soulevé toute cette ferveur à laquelle vous avez pu assister aujourd'hui. Pandémie du coronavirus et inondations à Grand Bassam ont empêché le bon déroulement pendant 2 ans de cette fête traditionnelle du peuple Nzima. Pour ce retour à la normale, les organisateurs rassurent quant aux dispositions sécuritaires. Sur le plan sécuritaire, les dispositions sont prises. Nous avons, avec les forces locales, également des détachements d'Abidjan qui vont venir donc, épauler nos forces locales ici. Nous travaillons à mettre en place tout un système sanitaire également pour garantir vraiment une santé à tous nos festivaliers. L'Abissa est aujourd'hui une fête populaire qui intéresse tous les Ivoiriens. Je suis content de voir les gens taper et je suis content aussi de voir le monde être présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit forcément que les gens à l'Abissa pour voir comment ça se passe. Et vraiment, réellement, je suis venu, l'Abissa s'est bien passé. Avant le Siedou, la veille, les danses du patrimoine culturel Nzima ont été valorisées en présence du roi de Nzima Kotoko, Sa Majesté Aoula Amon Désiré Tanoué. La période silencieuse de l'Abissa 2021 prend fin le samedi 30 octobre prochain. Suivra automatiquement la semaine festive qui s'achèvera le 7 novembre 2021 à Grand Bassam.
Et la Côte d'Ivoire qui est si riche de sa diversité ethnique et culturelle. Et on termine ce journal tout en illustration. Le 15 novembre, c'est la nouvelle date du procès qui oppose Mahaman Ousmane de la République du Niger devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle accuse le pouvoir de discrimination et de violation de ses droits pendant les élections. En procès hors siège à Abidjan, la Cour de justice de la CEDEAO a souhaité un report pour fournir davantage de pièces au dossier. Elle souhaite également auditionner les différentes parties. Dans l'actualité hors de chez nous, le texte ne dévoile pas les faits précis reprochés à Hamidou Boli. En poste à Bamako depuis juillet 2019, le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Mali a été expulsé pour agissement incompatible avec son statut. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministère malien des Affaires étrangères. Le diplomate burkinabé dispose à présent de 72 heures pour quitter le territoire malien. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne ce qu'il qualifie de coup d'État militaire en cours et demande la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok au Soudan. Ce lundi 25 octobre, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution du gouvernement de transition. Il a aussi décrété l'état d'urgence. De son côté, l'Union africaine, dans un communiqué, a fait part de sa profonde consternation. Elle appelle à la reprise immédiate des concertations entre civils et militaires. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mardi, ne manquez pas le 6h30, il sera à l'affaire de Régis Kofi. D'ici là, portez-vous bien et que la paix soit chez vous.